Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises à l'ère du numérique. On est présentement à Montréal Connect, première journée de Trade Show, c'est organisé par le Printemps numérique. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi mon collègue Ghislain Nadeau, que je vois dans tous les salons. Ghislain qui est comme partout, dans chacun des salons partout au Québec, je le vois. Et j'ai l'opportunité aussi d'avoir M. Bruno Guglielminetti. C'est moi, ça. Oui, exactement. Je voulais bien me pratiquer pour ton nom de famille. Écoute, j'écoute mon carnet numérique, comme je te dis, à chaque semaine. C'est un honneur. Merci de t'asseoir avec moi, Merci Bruno. de l'invitation. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode est une présentation du Printemps numérique. Première des choses, c'est la première fois que tu passes au podcast avec nous. J'aime connaître, avant de rentrer peut-être dans mon carnet numérique, qu'est-ce que tu vois, qu'on parle du salon, j'aime connaître les individus. Je suis curieux, Bruno, là. T'es un gars qui vient de où? De naissance, je suis montréalais. OK. D'origine, j'ai une mère qui vient de Québec. J'ai un père qui est italien, du nord de l'Italie. OK. Et moi, j'ai eu la chance, quand j'étais tout petit, jeune, d'aller passer mes étés en Italie. Ah, quand même. Donc, je dis toujours que j'ai été à l'école ici, au Québec, mais j'ai appris la vie en Italie. Excellent. Fait que Ça fait la culture provient des deux endroits Je me différents. complète. J'aime ça. Un beau cumul. C'est une super belle affaire. Écoute, puis je suis curieux, tu sais, présentement, je sais que tu es présentement animateur de mon carnet numérique. Tu œuvres dans la transformation numérique, l'adoption auprès de autant la société que les entreprises, le monde public, parapublic. Tu travailles un petit peu partout. Je suis curieux de voir quel est un peu le chemin de vie qui t'a permis de te rendre là où tu es présentement. Quels différents postes ou rôles est-ce que tu as fait dans ta carrière pour en arriver là présentement à être une personne qui, à mon sens, à moi en tout cas, est comme reconnue au niveau de la transformation numérique? Ben, disons que tout ça est nourri par une chose, c'est la curiosité. OK. Être curieux, poser des questions, pas avoir peur de poser des questions. Puis à partir de là, c'est ça. Moi, je fais partie de la grande famille des autodidactes. OK. Donc, au cégep, je suis rentré au cégep, je me suis inscrit au cégep, sauf que je n'ai pas fait mes cours. Et j'ai démarré avec des amis, un organisme aujourd'hui qui n'existe plus, mais c'était l'OTEC, l'Organisation de tourisme étudiant au Québec. OK. Et de 5 bureaux d'information voyage dans les cégeps, quand on a terminé, je pense qu'il y en avait quelque chose comme 52 à travers les cégeps et universités au Québec. On informait les jeunes, on faisait la promotion du tourisme au Québec. Oui. Et puis, on envoyait aussi ailleurs. Et puis, ça a été pas mal mon cégep. Et puis après, je suis parti en Europe, notamment pour faire de la radio. Bon, c'est arrivé comme ça par hasard, mais c'est là que j'ai commencé à en faire. Et quand je suis revenu au Québec, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'essaie de rentrer à l'université. En tout cas, j'étais probablement naïf. Mais donc, c'est ça. Alors, je me suis présenté, mais j'ai dit, je vais commencer comme auditeur libre. OK. Et puis, finalement, j'ai passé 3 ans à l'Université de Montréal. Mais pour faire quoi? Pour démarrer la radio CISM. OK. Alors, je fais partie des gens qui ont rentré les consoles. Directement Ouais. dans les salles et ainsi de suite, plugger les fils, faire les micros Et donc, et j'ai autres. fait de la radio avec les Patrice Roy. OK. S'il y a des gens qui connaissent l'ancien maire de Sherbrooke, j'oublie son nom. Moi Le aussi, j'oublie son nom, mais je sais de qui tu parles. grand bonhomme. Oui. Je m'en vais. Bernard Sévigny. C'est ça. Voilà. Les Pascal Filoto qui ont été au Journal de Montréal, les Philippe Crépeau qui ont fait les belles heures de la F1 Radio-Canada. Donc, tous ces gens-là avec qui j'ai démarré à CISM. Et puis après, j'ai décidé, donc finalement, je n'ai pas gradué du cégep, pas gradué de l'université. L'école de la vie, quoi, là, dans le fond. Exactement, mais de petite vie d'entrepreneur, finalement. J'adore ça. Et puis, et donc c'est ça. Puis après, Est-ce que cette radio-là, à l'époque, avait déjà une saveur numérique comme telle ou c'était plus généraliste? Là, tu sais, cette Non. passion-là pour dire j'ai le numérique, l'adoption. c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu beaucoup plus ouais, tard. ouais, Hein, OK. ouais. Oui, parce que là, finalement, quand j'ai quitté CISM, je suis parti dans l'Ouest canadien, où j'ai travaillé 6 ans à Radio-Canada, CBC OK. là-bas. Et ce que j'avais déjà développé à CISM, puis que je poursuivais là-bas, c'était mon intérêt pour la chanson francophone.
Vraiment rien à voir. Et puis, ça allait bien mon affaire. Mais Oui. je me suis rendu compte, à un moment donné, je me suis fait la réflexion. J'ai dit, là, à l'époque, puis là, peut-être que les plus vieux, ça va dire quelque chose, mais à l'époque, il y avait des Alain Brunet, des Oui. Laurent Saunier, qui étaient déjà bien établis dans la chanson francophone. Puis je me suis dit, je ne vais rien amener. Je ne vais rien amener, c'est déjà bien couvert. Fait que j'ai dit, Quelle niche. oui, c'est ça. Quelle niche, quel sujet Comment est-ce que pourrait je peux être m'intéresser? unique un peu plus? Exactement. Comment devenir le Jacques Duval d'une référence dans le domaine? Et puis, je suis rentré dans une librairie. C'était entre Noël et le jour de l'an, en 1994. Et je suis rentré là et à un moment donné, j'ai été me promener, puis je suis rentré dans la section informatique et j'ai vu un énorme livre que j'ai toujours à la maison et qui s'appelle Internet. Oh! Et c'est un livre américain avec une belle disquette 3.5 dans la disquette. Et là, on m'invitait, évidemment, j'ai acheté le livre, j'ai branché ça dans l'ordinateur. Et donc, en 94, le monde de l'Internet. Ça, c'est le début du www, là. On est à cette époque-là. Ouais. Puis l'Internet commercial, comme on le connaît, là, c'est autour de 95. Avec Exact. des beaux modems routeurs qui Oui. ne faisaient pas de bruit du tout quand Ah, on branchait. on ne fera pas le bruit, puis ça ne serait pas intéressant pour les oreilles des gens. Mais c'est ça. Puis à l'époque, moi, c'était un modem 12800. Là. Ah, écoute, Quelque chose puis comme ça. c'était 12400. c'était à Cadillac dans le temps. Là. Oui, oui. Je faisais l'envie de. Aujourd'hui, on pleurait, mais Non, ça, c'est autre chose. Moi, en tout cas, les gars, j'avais un 486 en 1995. Je peux vous Bon, le dire, tu là. vois. Je commençais, là. Ah, c'est Sixième ça. année du primaire à ce moment-là pour moi. là. Wow. Mais donc, c'est cette époque-là. Et là, je me retourne vers la direction de Radio-Canada. J'ai dit, écoutez, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un sujet qui est à développer et c'est l'Internet. Puis j'ai dit, moi, j'aurais le goût de l'été qui s'en vient, de vous présenter en 10 émissions ce que l'Internet est puis ce qu'elle pourrait changer dans nos vies. l'impact. Puis la direction me dit, ben on ne sait pas du tout de quoi tu veux parler, mais on te fait confiance parce que d'habitude, tu n'es pas pire dans ce que tu fais. Et donc, ça a été ça. Et j'ai commencé à faire des recherches, puis à présenter en ondes. Pardon. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent à Québec qui vont se souvenir de Claude Bernatchez qui anime le matin. Ben, c'est avec Claude Bernatchez que j'ai fait cette émission-là. Puis après, Claude est retourné à l'animation régulière. Moi, j'ai poursuivi là-dedans. Et j'essaie d'aller vite. Là, en 96, c'est le temps pour moi de revenir à Montréal et la direction de Radio-Canada me dit, ben écoute, est-ce que tu aurais le goût de lancer radiocanada.com? .com, pas .ca. Wow! Et puis, je dis, ben oui, parce que dans le fond, tu es le seul qui connaît ça. Là. Ça fait 2 ans que tu nous en parles, ça serait le fun que tu... Alors, c'est ça. Alors, pendant un petit moment, j'ai été le patron de radiocanada.com, qui est devenu .ca par la suite. Mais rapidement, je suis retourné à l'antenne et parce que ma passion première, c'était de faire de la recherche, C'était là, rencontrer des gens, puis de venir en parler. Dans le fond, le travail de vulgarisateur. Et c'est ce que je fais depuis maintenant 30 ans. Et donc, j'ai fait ça longtemps à Radio-Canada, parallèlement dans la presse pendant 6 ans. Puis après, j'ai fait une pause dans le Devoir aussi, mais toujours, lorsque j'étais à l'emploi de Radio-Canada, j'ai même fait Musique Plus. Il y a peut-être des gens qui la voix va dire quelque chose ou la face. Ben, pendant quelques années, j'étais le monsieur sérieux à Monsieur Net qui parlait OK. d'actualité. Ça, je me rappelle. T'es Ah, déjà c'est venu ça, à Monsieur Net. Absolument. ça. Moi, je suis ces années-là de Musique Plus, Exactement, là. exactement. Ah, Et puis, et donc, c'est ça. Puis après, à un moment donné, ben, autour de 2010, il y a un grand patron d'une boîte de relations publiques nationale qui est venu me voir, et c'est Serge Paquette qui est venu me voir en disant, on sait que tu es heureux dans ce que tu fais, mais nous, on aimerait ça être vraiment très actif dans le monde de l'Internet, mais particulièrement des réseaux sociaux. Fait que, il dit, écoute, est-ce que tu aurais le goût de plutôt de commenter ce que les gens font, de venir leur dire ce qu'ils devraient faire? Et ça m'a interpellé parce que ça faisait quand même 23 ans que j'étais à Radio-Canada. J'avais l'impression que j'avais tout fait le tour. Alors, j'ai dit oui. Et là, je suis vraiment rentré les 2 pieds dans le monde de l'entrepreneuriat et par la grande porte. Ça veut dire que je rencontrais des petites entreprises, mais je travaillais aussi avec des McDonald's, Walmart, Ford. quand même. Tu sais, Des de la grands grosse affaire. preneurs. Oui, c'est ça. C'était la présence sur les réseaux sociaux. C'était du Exactement. service conseil que tu Mais offrais. c'était de les amener, de les convaincre d'aller là. Oh! Parce qu'à Le l'époque, lien. ils n'étaient pas là. C'était même pas de gérer l'image. C'était Non. faut y aller, là. Exactement. OK. Et là, c'était de leur expliquer. Moi, j'ai eu des belles discussions avec des responsables de la stratégie marketing à Détroit avec les gens de Ford pour leur expliquer comment c'était important d'aller sur les réseaux sociaux et particulièrement même au Québec.
pour s'adresser dans la langue française à des gens. C'était comme un apôtre quasiment là, à ce moment-là. Fallait que tu convertisses les gens jusqu'à un certain point. Ben, C'est de l'information, formation. On part de loin, là. Ben, dans ma vie là, de vulgarisateur du numérique, là, il y a 3 moments importants. Oui. Il y a, en 95, quand j'ai commencé à expliquer aux gens pourquoi l'Internet était important Oui. et pourquoi ils devaient se brancher. Autour de 2010, parce que là, c'était les réseaux sociaux, et là, j'essayais d'expliquer aux entrepreneurs pourquoi ils devaient se brancher. Oui. Et depuis 3 ans, je parle d'intelligence artificielle. Of course, oui. Et c'est comme pour moi, là, c'est vraiment ces 3 moments importants dans ma carrière. Comment est-ce que tu pourrais différencier, vu que tu es là depuis longtemps, tu as vraiment un track record profondément ancré au niveau du numérique. Quelle est la différence avec l'intelligence artificielle qu'on voit depuis 2-3 ans versus les autres moments charnières? Oui, pour ta carrière, mais pour la société, pour les entreprises aussi, là. Tu sais, j'ai vécu un petit peu les mêmes choses. Moi, comment que je le vois, c'est un peu Internet, quand c'est arrivé, ça a comme été une transition tranquillement, pas vite. C'était lent un petit peu. J'ai l'impression que les AI, il y a comme une rupture. Il y a comme une course plus folle un petit peu à l'adoption. J'ai l'impression que les gens se doivent de se l'approprier beaucoup plus rapidement pour pas manquer le bateau des fois. Du moins, c'est une perception que je ressens. C'est une perception que tu as parce que tu es déjà à l'intérieur. Mais quand tu regardes l'Internet, ça a pris du temps, je te le disais, avant de se déployer. Les réseaux sociaux, ça a pris du temps avant que tes parents et tes grands-parents soient sur les réseaux sociaux puis soient capables de te suivre sur Facebook, sur tes activités. Puis là, ils l'utilisent plus que moi, Facebook, présentement. Oui, c'est ça. Ben, ils sont dans le marché cible là, pour Facebook. Oui. Mais l'IA, c'est la même chose. Toi, tu fais partie des gens qui sont sur la vague, en haut du top de la vague. Là. Oui. On s'entend, mais il reste encore énormément d'entrepreneurs qui n'ont même pas commencé à prendre la vague. Ah, c'est sûr. Et c'est là où il doit y avoir une prise de conscience. C'est-à-dire que, autant au début, puis je reviens toujours avec ça, hein, autant au début de l'Internet, il fallait qu'il y ait une prise de conscience. Ça va changer l'écosystème. Ça va changer, ça va permettre des nouveaux modèles. Tu sais, à un moment donné, là, juste la révolution, puis là, tu sais, la fenêtre, c'est comment l'industrie de la musique a changé, comment le cinéma a changé. Oui. Il y a carrément des segments de cette industrie-là, de ces industries-là, qui sont disparus. Absolument. Parce qu'on a pris de nouvelles façons de distribuer notamment ces produits-là. Et c'est la même chose. De les produire aussi, oui, même. Oui. J'écoutais EA Sports ce matin en m'en venant et Air Daily Briefs qui disait ils ont investi énormément dans les AI justement pour remplacer des codeurs. Ce qu'ils faisaient au niveau de la programmation des jeux vidéo, c'était en changement. Mais je reviens avec ma question, Bruno. Qu'est-ce qui différencie ces 2 premières vagues-là de celles de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est sensiblement la même chose? C'est une autre vague qui va prendre le même temps au niveau de l'adoption ou si elle est différente, celle-ci, dans laquelle est-ce qu'on est? Ça va prendre. Ben, chaque vague est un peu plus rapide. OK. Et l'IA, c'est sûr que ça va être plus rapide, juste pour la raison que les protagonistes qui sont derrière ces systèmes-là, ce sont des gens qui datent d'une économie qui est nouvelle. Là. Quand là, je parle des GAFAM, pour ne pas les nommer. Et donc, ces gens-là, maintenant, ont investi des milliards. Il n'y avait personne qui a investi des milliards dans les réseaux sociaux, puis encore moins personne qui avait investi des milliards au début de l'Internet. Jour 1, Internet. OK, c'est vrai. Et dans ce sens-là, là, il y a on n'est pas là. Mais moi, je reviens de Silicon Valley. J'ai passé ma semaine là, la semaine passée, puis j'ai parlé avec des gens d'Amazon, d'OpenAI, des bons. Et là, ce qu'on commence à ressentir, c'est que là, ça fait 3 ans. Là. En novembre, le mois prochain, là, ça va faire 3 ans qu'on a ouvert les guérites. On a ouvert le barrage. La boîte de Pandore a comme été ouverte avec ChatGPT. On ne peut plus le remettre dedans. Non, là. Le 30 novembre 2022, on a mis la switch on. Oui, exactement. Puis n'importe qui en contact avec l'IA. Parce que l'IA, ça fait longtemps que ça existe. Hein. On s'entend, là? C'est ça. J'ai appris aujourd'hui qu'on est 2 originaires de la région de Québec. Oui. Puis une chose, l'Institut d'intelligence de données à l'Université Laval, quand il disait... Je pose la question, peut-être que tu ne le sais pas, mais depuis 1967, ils travaillent avec la donnée, là, ce qu'on appelle, tu sais, il y a Big Blue, il y avait un ordinateur, puis c'est ce qui a créé le Centre d'innovation en optique, là, tu sais, l'INO. Fait que, oui, il y a une vague, comme tu vois, qui est accélérée publiquement, mais ça fait longtemps. Puis là, l'accélérateur, c'est que la technologie, la capacité des microprocesseurs, la miniaturisation des microprocesseurs permet à des logiciels d'intelligence artificielle d'automatiser, de générer de l'information, parce que la capacité de calcul, elle est là. Ça, c'était ça le switch. C'est toujours manqué.
C'est ce qui manquait. Et c'est ça l'évolution. C'est l'idée, c'est à un moment donné, moi je trouve, tout à l'heure, tu parlais du grand patron d'Intel dans une entrevue à écouter dans mon carnet. Oui. Denis Gaudreau, je l'ai eu que 2 ou 3 fois sur pour mon vrai? carnet. OK. Oui. Et puis c'est vraiment quelqu'un à écouter si vous avez la chance de le croiser. Ah non. Puis il vient d'ailleurs de lancer, je pense, une entreprise où est-ce qu'il fait du coaching, du mentorat auprès de leaders. Récemment, moi, je vous suggère fortement d'aller voir ce qu'il fait sur LinkedIn. J'ai écouté 1 ou 2 vidéos qu'il a faites. Là, vraiment, il y a beaucoup à apprendre de cet homme. Un monsieur généreux. Mais donc, avec lui, ce dont je parlais à un moment donné, puis évidemment, il n'était pas à la direction d'Intel Canada à cette époque-là, mais ça a été la course effrénée. À partir du moment où l'Internet est arrivé, là, Oui. on a connu, pour les gens qui essayaient de monter des ordinateurs, on a connu une course effrénée des processeurs. Ça a quelque chose. Quand je regarde NVIDIA et les différents modèles qui sortent maintenant à l'année, là, c'est presque la même chose à l'époque. Mais là, à l'époque, c'était aux 6 mois. Et là, tu n'arrivais pas à avoir un ordinateur à jour qui te permettait de jouer aux derniers jeux qui sortaient parce que les développeurs À avaient chaque fait... 6 mois. À là. chaque C'est 6 mois. débile, ça. Il accotait le niveau technologique à chaque fois. Il savait qu'on passait d'un 486 à un 586. Ah, là, c'est il sûr. développait en fonction de la capacité. Pentium 1, 2, 3 Ah. après, puis name it, Et ça à un finissait moment plus. Mes donné- parents capotaient avec Ah mes ouais, cadeaux de c'est Noël, À c'est un moment sûr. donné, ben là, il y a tellement de capacité que là, c'est les développeurs qui ne suivent plus. Donc là, il y a un monde de possibilités. Puis là, on utilise même l'AI, comme tu disais, pour coder. Donc, on simplifie. Mais il reste aussi qu'il faut ramener l'humain là-dedans. Parce que moi, je dis toujours le pourquoi. Il faut partir du pourquoi. Et c'est souvent ça qu'on dérape. On achète la technologie, mais on oublie pourquoi on a besoin. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen de se rendre plus rapidement C'est un comment. à l'objectif C'est un comment. final. Faut revenir du pourquoi pour arriver à un comment. Puis le comment, ben, c'est un ensemble de technologies. Puis là, nous, chez Prompt, là, je suis même dans le quantique. Là, on prépare les gens en disant, ben, si tu fais cette solution-là, qui donne ça pour un utilisateur ou dans la santé pour un hôpital, si tu permets de donner un diagnostic en 24 heures au lieu de 3 semaines traditionnellement en biologie, par l'imagerie, pour un hôpital, imagine quand tu vas avoir 10 000 hôpitaux ou 1000 hôpitaux, C'est exponentiel. Donc là, c'est il sûr. faut déjà dans les entreprises que nous, on coach en innovation, disant, là, tu fais de l'AI, mais il faut que tu penses qu'il faut que ça fonctionne au niveau cyber-résilience. Donc, il faut que ça soit sécuritaire. Il ne faut pas que ta donnée soit altérée. Mais en même temps, il faut que tu penses à la capacité du multiple. Là, puis là, ben là, on est dans le quantique, on n'est plus dans du calcul. On est dans de la physique. On est dans d'autres dimensions. Il y a un monde à explorer. Il y a un monde à vulgariser. C'est ce que tu fais très bien, puisque moi aussi, j'essaie de faire, de rendre ça simple, de revenir au pourquoi. C'est hyper important. Je vais te laisser finir, Bruno, sur ce que tu me disais tantôt. La boîte de Pandore a été ouverte. Il y a 3 ans de ça, ChatGPT est arrivé. Ces gens-là ont investi des milliards de dollars. Tu reviens la semaine dernière de la Silicon Valley. C'est quoi le takeaway de la semaine que tu as passé là? Ben, c'est que là, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a des actionnaires qui veulent commencer à avoir quelque chose de concret en fait de retour. OK. Parce que là, tu sais, c'est... Mon étape. Oui, parce que là, et c'est pour ça que là, les choses deviennent de plus en plus concrètes. C'est pour ça qu'un Sam Altman a été cherché, j'oublie son nom, mais SoftBank. C'est ceux qui ont investi, non? Non, c'est ça. C'est son numéro 2 maintenant chez OpenAI. OK. C'est une Française qui a été, qui a été un numéro 2 ou 3 chez Facebook à un moment donné, puis après qui a été ailleurs. Et là, maintenant, il vient d'aller la chercher. Pourquoi? Ben, pour développer des utilisations pratiques. OK. De l'IA parce que, puis bon, on a vu le furteur Atlas sortir Oui. la semaine passée. Avant, il y avait une autre déclinaison. Et là, on essaie de trouver des utilités à ça. L'applicatif. Et exactement, et de faire des partenariats pour aller plus loin. Pour monétiser, en fait, cette application-là, cet investissement-là. Là. Ben, répondre aux enjeux des entreprises. On parle toujours de l'équilibre entre la recherche fondamentale et le besoin industriel, là, pour prendre des termes. On était dans une démesure, c'est ce que tu me dis. On était vraiment ici dans le fondamental. Là, on essaie de rechercher l'équilibre justement pour être capable de renflouer les coffres pour la prochaine vague de recherche fondamentale. Mais si on ne le fait pas, ben la recherche fondamentale va tomber parce qu'on n'aura pas les revenus pour permettre d'aller. C'est ce que Et tu me dis, l'intérêt, là. là. C'est ce que tu me dis. OK. Et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça avance. Sauf que ça veut dire, c'est que plus qu'on trouve d'applications concrètes, puis ça peut être par vraiment des applications, mais ça peut être aussi par des intégrations, par l'utilisation d'API pour faire des choses. C'est quoi? Il y a 2 jours, il y a
un jour, je pense que c'est hier, parce que j'en parle dans mon bulletin d'aujourd'hui, et là, ils ont décidé d'être capables de brancher un autre joueur, Anthropic, avec Claude, Oui. son robot conversationnel. Maintenant, Oui. ils sont capables de le brancher sur Excel. Et donc, ça veut dire que tu sais, vous avez un comptable Sur mesure. Sur mesure là. et un programmeur de fichiers Excel qui est capable de me faire toutes les graphiques, les analyses Les financières tableaux que je croisés, veux. virtuels, dynamiques, c'est- là, il est que capable. ça prend une Puis il y a un science. doctorat là-dedans. Ouais, C'est c'est complètement capoté. Mais c'est ça. Tu sais, donc, ça prend des applications concrètes comme ça pour faire une différence, puis aider aussi les entreprises à Mais l'intégrer. là, ce que ça revient, ça veut dire que tantôt, tu apportes que tu parlais qu'il y a des métiers qui ont changé. Mais tu sais, des experts de programmateurs, Excel, là, tu sais, il va y avoir une mouvance dans les compétences à c'est acquérir. clair. là. La vitesse, c'est de dire je rentre dans un emploi puis que je suis là à vie. Il faut rester agile. Là, tu sais. Donc, les gens qui sont agiles, qui sont des autodidactes, hein, on s'en sort un petit peu plus. Fait que j'encourage les gens à être curieux de la technologie puis d'apprendre. Ça, c'est clair. Puis les différents connecteurs, c'est une des clés, là, ce que tu viens de dire. Là. Je pense que c'est OpenWeb UI, justement, pas OpenWeb UI, OpenAI, qui ont sorti, on utilisait beaucoup N8N pour aller se connecter en différentes bases de données automatiquement. Puis je pense qu'ils ont embedded quelque chose de natif là, récemment pour faciliter les API, justement, puis aller tirer de l'information avec mes bases de connaissances, l'utiliser via un LLM pour pousser une conversation intelligente. Deux dernières questions pour toi, Bruno. Parce que là, j'ai l'impression, moi, je te l'ai dit, je suis content, j'étais accroché quand je t'ai vu passer. Je dis ça, là, c'est monsieur Bruno. Puis il m'a dit, appelle-moi pas monsieur, c'est Bruno mon nom. Fait que je suis vraiment content de te parler. Tu sais, on est assis présentement dans notre shack numérique. Puis j'aime ça quand on se promène là, partout avec la chaise bleue. On l'a fait en Suisse, en Allemagne. Je vais aller au Sénégal bientôt aussi. J'aimerais ça. Ça nous permet de voyager puis de rencontrer des gens. Puis on traîne notre shack canadien. Puis comme quand je l'ai fait avec monsieur Denis Gaudreau, justement, je dis là, imagine, Denis, là, on est au Valinois. On vient de faire une raide de skidoo, là, puis on se prend, là, s'il est le matin, un petit café, si c'est le soir, c'est un petit whisky. Fait que, on est présentement sur le bord du feu. Tu sais, c'est l'automne, c'est plus je frais un sens la petit peu, chaleur. là, un petit... Ouais. Puis c'est un STUV, c'est un manufacturier dans le coin de Bromont, si je me trompe pas. Fait que, tu sais, on y va pour nos manufacturiers du coin. Puis en fait, tu sais, pour garder la passion allumée, puis tu me l'as dit tantôt, dans ta carrière, tu as fait tes choix par passion. Tu gérais le radiocanada.com, tu as décidé, non, moi, je veux retourner rencontrer les gens, parler et tout. Puis pour entretenir la passion, puis garder son feu allumé intérieur, garder l'esprit au courant, puis allumé des dernières tendances technologiques, où est-ce que ça s'en va, pour pouvoir le synthétiser puis le rendre accessible au commun des mortels qui ne baignent pas là-dedans tout le temps. Qu'est-ce que tu fais dans ta routine de vie pour garder ce feu-là allumé, pour te garder à jour autant au niveau numérique, puis de garder cette passion-là? C'est quoi les habitudes de vie que tu te dis, mettons, que tu fais, là, que ça soit d'aller prendre une marche avec ton chien, puis de faire des appels, de parler à des gens, d'écouter le podcast La Chaise Bleue, je sais pas, ou peut-être de faire quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des habitudes qu'on devrait prendre pour entretenir cette passion-là pour le numérique? S'informer. S'informer, s'informer, s'informer. C'est le nerf de la guerre. Moi, ce qui fait une différence entre... Et puis, s'il fait que je dure encore depuis 30 ans, c'est parce qu'à la base, je m'informe, j'ai pas peur de poser des questions. On vient à la base. Hein. OK. Puis, mais c'est vraiment de lire, d'être curieux. Lire. Puis de prendre... Puis moi, ça me fait rire quand je vois un autre book LM qui est arrivé dans le paysage l'année passée. Oui. Moi, je suis pas tellement dans le genre d'envoyer un document là-dedans, puis dire, bon, ben, raconte-moi une histoire avec le document. Non, je vais me le taper. Puis, à la limite, je vais aller chercher un résumé d'abord. Puis, si je vois que le document peut m'intéresser, là, je vais le lire. Mais tu sais, moi, ça fait 5 ans que je travaille vraiment avec l'IA dans ma production. Parce que j'avais des outils là, qui étaient sur un GPT-2, puis même d'autres outils qui étaient sur d'autres LLM avant ChatGPT. Puis ça fait 5 ans que je travaille avec ça. Et aujourd'hui, ça me permet de faire à la fois ce rendez-vous hebdomadaire dont tu parles, mon carnet, Oui. un bulletin à tous les jours du lundi au vendredi, qui est 120 secondes de tech. Puis ça me permet aussi d'écrire entre 5 et 6 articles par jour. Wow. Toujours sur le numérique, toujours sur la tech. Et pourquoi? Ben parce que je suis curieux. Puis à un moment donné, j'ai accès à tellement d'informations que j'avais besoin d'outlets pour publier. Il faut évacuer ça maintenant, là. T'as pas le choix. Tiens, c'est que tu as une recherchiste numérique, dans le fond. Ah, j'ai l'équivalent de 3 recherchistes temps plein. Mais ça, c'est un outil que j'ai développé Oui. autour de 2007. Oui. Et, Que qui- t'entretiens.
Oui, et qui fonctionne toujours très bien et qui me fait déjà un tri de l'information, qui valide avant de me l'amener. Puis, tu sais, je parle de... Des fois, je me suis amusé. La source, là, il y a peut-être quelque chose comme 1000 textes différents par jour. Oui. Par jour. Et à partir de là, moi, la petite mécanique que je me suis fait, ça me ramène à probablement l'équivalent de 250-300 textes. Là, je vais passer à travers ça. Et puis, je vais savoir de quoi je vais parler à 5 heures quand je vais enregistrer mon bulletin. C'est complètement fou. C'est une routine olympique Oui. d'absorber cette information-là. Écoute, C'est débile, À ça. tous les matins, moi, je me lève à 5 heures. OK. Je me couche vers 9 heures. Je suis chanceux parce que ma blonde a le même genre d'horaire. Oui. Et, mais c'est ça. Mais c'est jour après jour après jour après jour. C'est une routine que tu t'es mis, que tu t'es imposée pour te garder à jour. Dernier point qui me vient en tête, fait qu'on se garde du temps pour synthétiser l'information, puis peut-être qu'un jour, dans mon carnet numérique, tu vas nous dire comment est-ce que tu réussis à synthétiser ces différents 1000 textes-là par jour en 2, 3, 5. Tu peux lire en diagonale, tu dois faire de la lecture rapide, assez intense de ton côté. Tu as des trucs là-dedans, c'est sûr. Moi, il y a un deuil que j'ai fait avec les AI. Ça va tellement vite, je trouve, l'innovation. Je t'en parlais au début, tu me l'as dit, oui, Nick, parce que tu es au top de la vague un petit peu, puis tu l'embrasses, puis tu vas de l'avant avec ça. J'ai fait le deuil de me dire, je peux pas tout connaître. Ah, ça, c'est sûr. C'est complètement fou, Mané. Ça va tellement vite. Tu viens essouffler justement à vouloir faire quelque chose. Puis tu te mets dans la peau d'un dirigeant d'entreprise qui se dit l'AI se doit d'être adopté à certains moments névralgiques de ma chaîne de valeur pour accélérer les choses. Quel outil, quelle technologie est-ce que je fais? M'amener, moi, un des conseils que je me suis rendu compte, c'est statuer sur quelque chose, même si c'est pas la saveur du jour. C'est comme s'il y a c'est plus des saveurs du mois, c'est des saveurs du jour qu'on a avec les AI. Il y a toujours une nouveauté. Puis ça vient peut-être du fait, comme tu me l'as dit, qu'il y a eu des investissements énormes, massifs, puis qu'on est dans l'innovation. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, puis je dis aux gens, c'est choisissez-en une façon de fonctionner, une technologie, puis même s'il y en a une meilleure qui sort dans 3 jours, restez là des fois, pendant un certain temps pour créer de la valeur, mais c'est un deuil des fois à faire, je trouve. Oui, parce que c'est sûr que si tu attends la solution, oublie ça, tu vas passer ta vie à l'attendre puis à regarder des solutions passer. Ah, c'est comme bien des choses dans la vie. mais sauf que ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu vois des vagues passer presque au quotidien. L'IA, quand on décide d'en parler, on s'entend que c'est juste un sujet. Moi, je parle de cybersécurité, je parle de quantique, oui. Je parle encore d'équipement, de téléphonie. Tu sais, c'est vaste. Il y en a plein. Puis à un moment donné, j'essaie de balancer ça parce que les gens, à un moment donné, ils vont... c'est un surplus d'informations. Oui, j'allais dire vomir de l'IA. Mais tu sais, il faut juste faire attention de comment on y va. Adopter une chose. C'est ce qu'on appelle la technique des petits pas, Nicolas. Ah oui, d'être agile. On prend une chose, on essaie de comprendre le pourquoi qu'on a besoin, puis après ça, trouver la technologie, l'adopter, l'utiliser. Puis on se fait des dents, un peu comme quelqu'un qui décide de courir le marathon. Tu avais fait Bromont, tu commences pas, tu ne montes pas le Mont Everest. Les gens disent on veut ça. Attends un peu, là. Commence par prendre des billets pour aller au camp de base. La première affaire. C'est quoi ça? Fait que ça se planifie. Puis je pense que d'être bien accompagné aussi avec des experts, puis accompagné avec des gens. C'est ça la différence. C'est s'entourer. Puis pour revenir à l'image du chef d'entreprise qui se pose des questions, je pense que c'est d'aller chercher de l'expertise ailleurs. Il ne peut pas tout savoir. Exact. Il connaît sa business. Oui. Ça, en soi, c'est déjà quelque chose. Mieux que personne, oui, souvent. C'est ça, mais il la connaît. Oui. À partir de là, c'est de trouver un bon conseiller avec qui il va développer une connaissance. Le conseiller va connaître tranquillement pas vite sa business, discuter des objectifs, où on s'en va. Parce que je m'excuse, tu ne prends pas une Ferrari si tu t'en vas au dépanneur juste sur le coin. Ah, c'est clair. Tu peux y aller à pied. Surtout si ton dépanneur est tu vis en campagne dans le bois, là, un Ferrari, c'est pas très efficace. À risque d'avoir des problèmes oui. en chemin. Mais donc, c'est ça. Fait que c'est développer ce lien de confiance-là avec le consultant, avec la personne qui va t'aider. Puis à un moment donné, il va faire un bout de chemin avec. Puis après, tu auras d'autres besoins. Il va chercher d'autres. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, si tu as les moyens, tu peux les faire rentrer au sein de ton entreprise. Mais une entreprise qui n'a pas encore les moyens, puis même qui a une expertise interne, à l'occasion de se faire challenger, c'est toujours bon.
des yeux de l'externe. Ben, sur ces belles paroles sages, je te remercie beaucoup de ton passage, Bruno, au podcast La Chaise Bleue. C'est un plaisir. On aurait pu continuer à discuter, je pense, un bon bout de temps, mais j'espère que ça sera partie remise. Bon salon. Et merci beaucoup pour ta chaise, elle est très confortable. Ça me fait plaisir. Chaise de producteur, si tu es intéressé un jour. Hey, bonne fin de journée. Salut les gars. Merci Justin. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.